Bienvenue dans un nouvel épisode de Culte, le podcast qui explore le monde fascinant de la culture, du cinéma et des livres. Que vous soyez cinéphile, passionné de livres ou à la recherche de recommandations, Culte a quelque chose pour vous. Toutes les œuvres dont on parlera sont dans la description de l'épisode, ainsi que les liens pour nous suivre sur les réseaux ou pour nous contacter. Bonne écoute! Nous sommes de retour pour un nouvel épisode de Moment Culte. C'est déjà le 51e et aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial. Thibaut n'est pas là, il est en vacances. J'ai donc décidé de faire cet épisode en solo. On va se concentrer aujourd'hui sur l'Italie. Et l'Italie, c'est un thème sur lequel on peut dire beaucoup de choses. C'est un pays avec une histoire compliquée, longue, très intéressante, une grosse influence culturelle. Et alors, pour commencer aujourd'hui, je souhaitais parler de l'œuvre Trois chevaux. C'est de Eri De Luca, c'est sorti en 1999. Et alors, pour directement plonger dans l'affaire, de quoi s'agit-il? On va suivre l'histoire d'un narrateur sans nom. Il est italien et il a émigré en Argentine par amour. Là-bas, malheureusement, sa femme est assassinée par la junte militaire. Elle est arrêtée, jetée d'un hélicoptère dans la mer, les mains attachées. Lui, seul, rescapé, décide de rentrer en Italie. Il est brisé et solitaire. Le temps passe, la vie avance, il est devenu jardinier. Il dialogue avec les plantes, il prend ses repas à la cantine du village. Une vie très solitaire à nouveau. Et la métaphore qui va vraiment structurer l'entièreté du roman, c'est une phrase qu'on lui a apprise plus tôt dans sa vie. C'est la suivante. Une vie d'un homme dure autant que celle de 3 chevaux. Et tu as déjà enterré le premier. Sa première vie, c'était donc l'Argentine, avec son premier amour. Sa deuxième commence maintenant à son retour en Italie. Et c'est une deuxième vie qui va basculer quand il rencontre Laila, une femme qui va avec des hommes pour de l'argent, dont il tombe amoureux. Il rencontre aussi Selim, un éleveur africain, qui est un ami discret mais précieux. Mais à nouveau, la menace rôde, la mort rôde autour d'eux. Et ce récit s'achève tandis que la troisième vie du narrateur s'apprête à débuter. Elle reste à vivre, elle reste à être racontée. Du point de vue des points forts, je trouvais que c'était un style poétique assez prenant, intense, une écriture qui était plutôt sobre, précisément qui apportait de très beaux moments. L'auteur a cette force que moins il en dit, plus il permet de nous transmettre ses émotions, plus on en ressent. Il y a une certaine économie, avec une prose qui tourne presque en poème. Il y a un dialogue entre le passé et le présent qui est bien maîtrisé. Il y a des flashbacks, on traverse les différentes époques, on comprend assez rapidement où l'on se trouve, donc c'est plutôt bien fait. Et il y a très peu de personnages, donc aussi on n'est pas perdu. Les thèmes traités sont très ambitieux, mais traités avec pudeur. Le roman va évoquer la dictature en Argentine, la guerre des Malouines, l'Italie contemporaine, et puis aussi interroge sur pas mal de choix existentiels. Faut-il partir, rester, tuer ou laisser vivre? C'est un roman qui est aussi très court, mais dense, format idéal justement à lire le temps d'un week-end. Parle de plus ou moins 128 pages. Et puis alors, il y a la métaphore principale des 3 vies, le fait de pouvoir se réinventer après la douleur. Peut-on encore aimer après une douleur, après un événement terrible comme cela? Peut-on encore trouver une joie de vivre? On voit ici que le narrateur s'est déplacé vers son jardin, peut-être comme Candide, pour se ressourcer et trouver la paix. Mais il est encore possible d'aimer, comme on le voit dans ce roman. Et alors, une dernière partie, c'est un engagement politique assez important pour l'auteur De Luca, qui est un auteur napolitain qui a beaucoup milité, et le roman aurait une empreinte autobiographique assez importante, d'après ce que j'ai pu lire. Et alors, pour le résumer en une phrase, on pourrait dire que c'est un roman plutôt contemplatif sur l'exil, la mémoire politique et la possibilité fragile d'un dernier rattachement humain. Donc ça, c'est pour 3 chevaux de Eri De Luca. Alors la prochaine, pour rester dans tout ce qui est mémoire, conscience, je voulais parler de Ville invisible d'Italo Calvino, sorti en 1972. On connaît Calvino pour son amour du fantastique, avec des histoires racontées telles des contes, parfois absurdes. Eh bien voilà qu'ici, il s'éloigne des individus pour se concentrer sur les choses immobiles. On va parler ici de la ville, des rues, le tout est parfumé d'une sorte de réalisme magique, une étrangeté que l'on va accepter et qu'on imaginait déjà en fait l'auteur capable de produire sans pour autant l'avoir lu auparavant. C'est une œuvre contemplative, originale et rêveuse qui m'avait rappelé les boutiques de cannelle de l'auteur polonais Bruno Schulz. Alors ici, le roman va s'ouvrir sur la rencontre entre Marco Polo, célèbre voyageur vénitien, et Kubilai Khan, qui est un empereur vieillissant, désabusé, et qui cherche à comprendre l'étendue et les limites de son empire. Il demande à Polo de lui décrire les villes qu'il a visitées, mais les descriptions prennent vite une tournure étrange. Chaque ville semble irréelle, parfois paradoxale.
Les villes qui sont décrites par Polo sont au nombre de 55, réparties sur 9 chapitres. Et ces villes deviennent des métaphores de la mémoire, du désir, de la mort ou encore du langage. Calvino joue sur les variations et les répétitions pour questionner la possibilité même de décrire la réalité. L'ailleurs compté par Polo est à la fois géographique et presque même onirique. On est vraiment dans ce domaine du rêve, de l'impossible, mais avec une consonance linguistique. L'échange entre ces personnages est parfois freiné dès le départ par la barrière de la langue. C'est un livre qui a beaucoup de points forts. Pour commencer, on peut le lire dans n'importe quel ordre. Chaque ville est autonome, chaque description tient en une page ou deux. C'est vraiment une invitation à se perdre, on peut l'ouvrir au hasard, revenir en arrière, passer certains passages. Ce livre va vraiment résister à la lecture linéaire et c'est vraiment toute sa richesse. Un deuxième point, c'est une réflexion assez profonde sur ce qu'est une ville. On va explorer pas mal de thèmes, la mémoire, l'amour, la mort, la solitude, la beauté. Et chaque ville est à la fois réelle et imaginaire. Elle va refléter les rêves, les désirs et les peurs des hommes de l'humanité. Un autre côté intéressant, c'est le dialogue entre Marco Polo et Kubilai Khan, un homme qui a beaucoup voyagé, qui discute avec un homme qui était plutôt dans l'administration, dans la conquête, qui n'a peut-être pas eu le temps de profiter de la vie de la même manière, mais qui est curieux de connaître les limites de son empire. Et alors c'est aussi un texte extrêmement beau, des textes qui sont courts, très poétiques, qui font voyager. Les rues ont des noms de femmes, l'écriture est précise, mais hallucinée à la fois. Et une petite anecdote, il se pourrait que Italo Calvino ou Marco Polo n'aient basé cette histoire en pensant uniquement à la ville magnifique de Venise, en itérant à chaque fois, en faisant de légers ajustements, parce que la ville de Venise est la ville la plus importante au monde à leurs yeux, que tous cela ne serait que des petites différences et des petits changements, petites altérations de la ville de Venise qu'ils nous conteraient à nouveau sous différentes perspectives. J'ai eu l'occasion de lire ce livre il y a sûrement une dizaine d'années, peut-être même 15 ans. Ça fait vraiment un moment, mais j'en ai gardé de super souvenirs et je compterai sûrement le relire un de ces jours. Donc cela clôture la partie qui tournait autour de la mémoire collective, le côté rêveur. Maintenant passons à un autre côté de l'Italie, qui pourrait être méconnu de certains, côté plus violent. Avec l'œuvre maintenant dont je souhaitais parler, c'est Le jour de la chouette de Leonardo Sciascia. C'est assez difficile, ça s'écrit S-C-I-A. C'est sorti en 1961 et ici ce roman plonge directement dans l'action. On nous décrit une place en Italie, en plein soleil, on l'imagine assez facilement. Un vendeur ambulant s'ennuie au pied d'un bâtiment. Il y a un bus qui est immobile, à l'arrêt de bus. Le temps semble figé, lorsque tout d'un coup un homme apparaît du coin de la place et court vers l'autobus, avant de s'effondrer. Il est tué sur la place, en plein jour. Le vendeur disparaît, les carabinieri sont sur l'affaire, et l'enquête commence. Qui était cet homme? Où est donc passé ce vendeur? Qui sont le ou les assassins? On comprend petit à petit que ce ne sera pas une affaire évidente. L'inspecteur sur l'affaire, le capitaine Bellodi, vient du nord de l'Italie et il a cette naïveté faite d'éthique, avec le sentiment, avec l'envie de vouloir trouver à tout prix les coupables dans un environnement empreint d'un silence de plomb, l'omerta italienne. Et c'est sans oublier que la politique va s'en mêler, les autorités jouent les deux tableaux, des preuves vont disparaître. La question qui reviendra plusieurs fois est la suivante. Croyez-vous à la mafia? C'est un peu comme si on demandait « Croyez-vous au Père Noël ?» Il s'agirait en fait d'une entité fantasmée qui n'existe pas, créée de toutes pièces par la police, par les médias, par le gouvernement, pour rejeter de temps à autre la faute sur quelqu'un d'autre. Personne ne parle, personne n'a rien vu, les liens avec la mafia sont ignorés par les habitants, les suspects. Et c'est alors un test de patience et de volonté pour les carabinieri, pour le capitaine Bellodi, qui vont tenter de clarifier cette affaire sordide. Pour l'anecdote, c'est un roman qui est inspiré de l'assassinat d'un syndicaliste dans les années 1940 et il a d'ailleurs été écrit à une époque où l'existence même de la mafia était encore débattue et contestée. Au niveau des points positifs, je trouvais qu'il y avait une dénonciation plutôt lucide de la mafia. L'auteur ne va pas romantisé, il montre une mafia bien intégrée au tissu social, politique et économique. Il y a une atmosphère qui est très réaliste, étendue, un récit très court, sec, presque même documentaire. Le personnage de Bellodi est un personnage avec une certaine autorité morale assez forte. On le voit vraiment comme un outsider rationnel face au reste des personnages. Et puis, on comprend aussi cette dimension politique, le fait que tout soit entremêlé. Et le tout est conté dans un style très sobre, voire même austère. Mais un livre qui pourrait plaire à ceux qui sont fans de polar, de romans criminels,
avec une fin qui pourrait peut-être être frustrante pour certains, mais cependant c'est un roman que je ne regrette pas d'avoir lu. Donc ça c'était pour Le jour de la chouette de Leonardo Sciascia. Et donc parce que le cycle de la violence est difficile à briser, nous allons rester dedans avec un film pour changer. Ce sera Piazza Fontana, la conspiration italienne de Marco Tullio Giordana. C'est sorti en 2012 et c'est un film qui ouvre sur une manifestation avec une riposte de la police dans les rues de Milan à la fin des années 60. On découvre rapidement un univers avec deux factions que tout oppose, des anarchistes d'un côté et des néofascistes. On nous donne directement l'occasion de vivre au sein de ces deux différents groupes et on comprend également le niveau de tension avec des doutes qui existent sur le fait que certains aient infiltré les groupes opposés. C'est donc dans ce climat de tension que le film revient sur l'attentat de la Piazza Fontana à Milan en 1969, qui va marquer le début des années de plomb en Italie. Alors, pour comprendre ce qu'il s'est passé, une bombe va exploser dans une banque, faisant plusieurs morts et blessés. L'enquête au départ s'oriente vers les milieux anarchistes. Pourquoi ? Simplement parce qu'un poster a été retrouvé, laissé sur place, qui semble revendiquer l'attentat. On suivra également l'arrestation de Giuseppe Pinelli, qui est tourné un petit peu autour de ces groupes anarchistes sans pour autant être 100% impliqué, et qui lors d'un interrogatoire va trouver la mort dans des circonstances assez troubles. Parallèlement à tout ça, le commissaire Luigi Calabresi est chargé de l'enquête, tente de démêler la vérité dans un climat de tension politique extrême. Ce film met en lumière les manipulations, les fausses pistes, les possibles liens entre groupes néofascistes, services secrets, le pouvoir politique, avec des milieux qui flirtent ensemble, qui tentent aussi de retarder ou de saboter les enquêtes, et une stratégie globale qui semble destinée à déstabiliser le pays. C'est un film que j'ai trouvé un peu par hasard sur Netflix en cherchant le mot-clé Italie, si je me souviens bien. C'est-à-dire qu'au niveau des points positifs, il y a une reconstitution historique qui est très solide, avec un film qui va s'appuyer sur des faits réels. Il restitue avec précision un climat politique de l'époque qui est très pesant, très sombre. La multiplicité des points de vue est un autre point positif, avec une narration qui est intéressante. On comprend les différents points de vue de différents protagonistes. Ce n'est pas une lecture simpliste des événements. Il y a aussi cette tension politique constante. C'est pas exactement un thriller, mais c'est une plongé dans un système qu'on trouve inquiétant, opaque, et puis des interprétations qui sont convaincantes, des acteurs que je ne connaissais pas, notamment les acteurs jouant Calabresi ou Pinelli, tiennent vraiment bien leur rôle. Calabresi est joué par Valerio Mastandrea, et Pinelli est joué par Pierfrancesco Favino. Si on devait parler des points négatifs, je trouve qu'il y a une certaine complexité narrative, il y a beaucoup de personnages, de fils politiques, parfois difficiles de suivre sans vraiment comprendre le contexte, un rythme qui est peut-être inégal à travers les différentes séquences, et puis il faut aussi avoir une bonne connaissance historique pour comprendre les différentes nuances du film. C'est donc de manière générale un film assez dense, engagé, qui va vraiment disséquer un traumatisme majeur de l'Italie des années 60 entre une enquête politique et des zones d'ombre qui persistent. Et alors pour rajouter un mot sur les années de plomb, une période que je ne connaissais pas, c'est une période apparemment de forte instabilité politique et de violence en Italie, qui a démarré vers la fin des années 60 jusqu'au début des années 80, avec beaucoup d'attentats terroristes, des assassinats politiques, des enlèvements. Quelques événements clés, on a l'attentat de la Piazza Fontana en 1969, une escalade de la violence par après, avec les Brigades Rouges, et en 1978, l'enlèvement et l'assassinat d'Aldo Moro par les Brigades Rouges, un moment qui est central et traumatique pour la période. Vers la fin des années 70, début des années 80, on voit un déclin progressif des groupes armés et un renforcement des dispositifs de sécurité de l'État. Et maintenant, pour clôturer le cycle de la violence, on se rapproche de notre période avec la série Suburra, Sang sur Rome, Blood on Rome, qui a été réalisée par plusieurs différents réalisateurs. Alors, Suburra, c'est une série italienne, romaine même, qui a été filmée sur 3 saisons entre 2017 et 2020. Elle va nous faire découvrir petit à petit 3 dimensions à travers la vie de 3 jeunes romains. Le premier est fils de policier et étudiant en droit. Il vit avec son père, dont il est assez proche. Sa mère n'est que très peu mentionnée, elle est présumée décédée, si je me souviens bien. Le deuxième
est fils d'un chef de gang mafieux dans le quartier Ostia, un peu dans la périphérie de Rome. Les relations sont plus tendues, le père souhaiterait voir son fils prendre la relève, mais il est également déçu par son manque de sérieux, avec un trop-plein de divertissement, d'alcool, de drogue. Et le troisième, c'est le fils d'une famille de synthé, c'est un sous-groupe de Rome, et qui cherche sa place dans ce style de vie, et il se cherche également de manière générale. Alors pour compléter le tout, étant donné que nous sommes à Rome, l'Église et le Vatican sont aussi mêlés à cette histoire, ainsi que des politiciens. Que pourrait donc lier ces trois jeunes, en apparence très différents, l'Église et les politiciens? Eh bien, une affaire d'argent évidemment. Il s'agit ici d'un terrain dans la zone d'Ostia, en périphérie de Rome, sur la côte, qui est convoitée par beaucoup, à quelques semaines de la démission du maire. Alors, cette série est intéressante parce qu'elle nous montre différentes dimensions, différentes classes sociales, différents mondes. On peut aussi apprécier les luttes de pouvoir, les tensions entre les générations et les passations de pouvoir. Il ne s'agit pas ici d'une série purement de gangsters pur et dur, donc tout le monde y trouvera quelque chose de valable, avec de très bonnes performances de la plupart du casting, peut-être des acteurs très connus au niveau italien, je ne les connaissais pas de manière générale, mais une série très prenante qui se termine après 3 saisons et qui est basée sur le film du même nom, Suburra, sorti en 2015, qui lui-même est inspiré d'un roman de Giancarlo de Cataldo et Carlo Bonini, qui est sorti en 2013. Et voilà qui termine un épisode un peu différent, assez court, on a parlé de 5 œuvres, mais le thème de l'Italie est un thème qui nous est cher, on a d'ailleurs encore pas mal d'idées, et on va sûrement réviser à nouveau ce thème. La prochaine fois, nous serons sûrement 2 pour discuter d'autres œuvres qui nous ont bien plu et qui nous ont inspiré. Merci pour votre écoute, et à la prochaine. Et voilà qui termine un nouvel épisode de Curls. À la prochaine.